Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Cultiver son savoir. Aujourd'hui, nous accueillons avec plaisir le professeur William Manviel, titulaire de l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Si je vous dis que nous ferons une incursion dans le merveilleux monde de la consommation, rien d'ici vous surprend, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de plus belle codépendance qu'entre le marketing et la consommation. Toutefois, notre sujet aujourd'hui est différent. Nous parlerons davantage de la déconsommation. Et si on changeait nos façons de consommer? C'est ce que nous verrons dans quelques minutes. Bonjour, professeur Manviel. Bonjour. Merci beaucoup d'être des nôtres. Ça fait plaisir d'être invité à cette émission. Oui, ce sera très agréable pour nos téléspectateurs également. Je me disais ça, je trouve que c'est un très beau paradoxe pour un professeur de marketing que vous êtes, de nous instruire sur la déconsommation. Quel est le principe, quel est le concept de la déconsommation et peut-être une petite définition également? Oui, peut-être avant, pour expliquer pourquoi je vais parler de ce thème, puisqu'en fait, sans doute les auditeurs, les téléspectateurs auraient espéré, je parle peut-être plus de marketing, de ce que j'enseigne habituellement. Il faut savoir que je suis auteur de livres et puis dans le cadre en fait de la rédaction de différents chapitres, on va tourner un peu autour également de certaines thématiques, de tendances que l'on va trouver tant sur marketing numérique, marketing durable en quelque sorte. Et puis ce phénomène de déconsommation, en fait, c'est un phénomène qu'on a identifié en marketing depuis le milieu des années 90 environ. Donc dans la littérature, on va le trouver sous différentes formes, des formes qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Et en fait, c'est un phénomène qui va apparaître notamment suite à certaines crises. Bon, ça peut être des crises économiques, des crises sanitaires. Alors comme on vient de vivre une crise sanitaire là, qui n'est sans doute pas encore tout à fait terminée, eh bien, on a vu apparaître, ni plus ni moins, ce phénomène. Alors, si on devait donner une définition de façon peut-être plus littérale dans un premier temps, le D, le préfixe D est un préfixe privatif, donc déconsommation signifierait tout simplement ne plus consommer, comme c'est impossible quand même, à moins de vivre complètement en autarcie et puis de fabriquer tous les éléments dont on a besoin, sa nourriture, ses vêtements, etc. Le déconsommation, on va le définir en marketing comme étant un comportement volontaire visant à réduire sa consommation. Voilà comment on peut ni plus ni moins le considérer, le qualifier. Et puis peut-être anecdote, mais c'est quand même le signe des temps, le Petit Larousse 2021 l'a intégré parmi les nouveaux mots de son vocabulaire. Donc ça montre en fait que ça passe quand même dans l'usage commun pour le consommateur. Une nouvelle tendance. Voilà, ça développe une nouvelle tendance qui est consignée dans un dictionnaire aussi illustre que le Petit Larousse. Nouvelle tendance pour laquelle, sans doute, l'environnement a eu son impact aussi envers la déconsommation. Il y a plusieurs facteurs, effectivement, si on peut les lister. Donc, l'environnement, on en parle, effectivement, c'est notamment chez les jeunes, les nouvelles générations. On les nomme différemment, mais disons peut-être les Z, là, pour simplifier, sont beaucoup plus conscients de l'environnement, de l'impact, ni plus ni moins de la consommation sur l'environnement. Ils vont prôner davantage des véhicules électriques, s'ils peuvent avoir le choix d'en acheter, bien évidemment. Ils vont prôner des produits recyclables, des produits qu'on va réutiliser, qu'on va transférer, qu'on va utiliser pour une longue période, enfin une durée de vie beaucoup plus longue. Ils sont contre le jetable, ni plus ni moins. Et on va dire sont plus proches d'un mode de vie simple et sain, tout simplement. Donc ça, c'est un phénomène, effectivement, qui touche en quelque sorte le développement durable. C'est une des conséquences. Après, parmi les autres facteurs qu'on va identifier, il y a des facteurs qu'on appelle économiques. Alors, dans ces facteurs économiques, entre autres, il y a la volonté de se désendetter. Oui. À l'heure actuelle, au Canada, la moyenne, et puis les chiffres sont quand même assez alarmants, la moyenne d'endettement est de 180%. C'est 180% du revenu disponible. C'est énorme. C'est énorme. C'est un chiffre qui malheureusement croît, qui est en croissance année après année.
La pandémie n'a pas aidé puisqu'il y a des consommateurs qui ont perdu leur emploi et donc ils devaient continuer à honorer certaines dettes. On ne peut pas vendre un logement, même si le marché immobilier était très propice. Mais on ne peut pas vendre un logement parce qu'il faut se reloger, puis on sait qu'il y a une crise, il y a des gens qui ont de la difficulté. Donc du coup, il faut continuer à le payer. On ne peut pas se séparer de sa voiture aussi facilement si l'on veut. Parfois, les autres modes de transport ne sont pas possibles, ou alors les horaires de travail font en sorte, ou la distance font en sorte qu'on a besoin d'une voiture. Donc certains consommateurs ont pris en considération, ont pris conscience, ni plus ni moins, de ce phénomène d'endettement qui était très fort. Et donc, ils veulent, ni plus ni moins, essayer de consommer différemment et donc de baisser leur consommation. Puis dans les facteurs économiques, il y a aussi un autre phénomène, c'est la hausse du taux directeur des banques, qui a un impact sur les taux des emprunts, ni plus ni moins. Alors, si jadis, on pouvait emprunter quand même à des taux qui étaient en deçà de l'inflation, aujourd'hui, l'inflation est galopante, les taux d'intérêt sont importants, donc en fait, ça augmente l'endettement des ménages. Donc là aussi, il y a un phénomène, une prise de conscience de certains consommateurs qui veulent ne plus consommer de la même façon, voire ralentir. Donc ça, c'est des facteurs plutôt économiques. Il y a un facteur aussi important au Québec et au Canada, mais dans la plupart des pays industrialisés, qui est ce qu'on appelle un facteur démographique. Oui. Donc les aînés, c'est un peu le nom qu'on leur donne, parce que parfois c'est un peu péjoratif, mais disons les gens de 65 ans et plus, oui. Mettons-les dans cette tranche d'âge, ces gens-là consomment moins. Et en fait, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que... c'est que leurs besoins et autres aussi. Leurs besoins sont tout à fait différents, effectivement. Oui. En marketing, on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle le cycle de vie du consommateur. Donc, à chacune des étapes de notre vie, nos besoins sont différents. Quand on est un célibataire, on fait un petit logement et puis on n'a pas besoin d'électroménager, on peut faire son lavage à l'extérieur dans des laveries automatiques, etc. On n'a pas besoin de lave-vaisselle. Et puis plus on progresse, si on est en couple, puis ensuite un couple avec des enfants, donc les besoins sont différents. On a besoin d'un véhicule plus spacieux, on a besoin d'un logement plus grand, on a besoin d'autres équipements, d'un lit pour l'enfant, d'une poussette, d'un siège d'auto. Donc on consomme naturellement. Et puis arrive un stade où, disons, le stade qu'on appelle le nid vide, c'est l'acronyme, le nom anglais, eh bien les enfants sont partis, sont autonomes, travaillent. Et le couple reste seul à la maison. Donc, à partir de ce moment-là, les biens sont payés pour la plupart. L'hypothèque est payée, réglée. On va se débarrasser d'une voiture. On consommera moins parce qu'on n'aura pas besoin de se vêtir de la même façon. On sort pas tous les jours pour aller au travail, etc. Oui. Donc, on assiste en quelque sorte à une baisse de la consommation dès 65 ans. Et pour donner quelques chiffres, on peut estimer qu'un consommateur de 65 ans et plus consomme environ 20% de moins que la moyenne de la population. Oh, okay. Alors, en même temps, pour les magasins, les commerces, etc., c'est peut-être moins intéressant, c'est pas la clientèle cible à attirer. C'est pas la clientèle cible, parce qu'il en faut beaucoup pour rentabiliser, ni plus ni moins, pour continuer à vendre, etc. Mais toujours est-il que c'est quand même un phénomène que l'on voit, et on estime au Canada que d'ici à peu près une dizaine d'années, ce sont 10 millions d'aînés en plus que l'on aura sur le marché, oui. Et puis au Québec, on parle de 2 millions et demi d'aînés en plus. Donc on parle d'une économie qui va régresser un peu. D'une économie, oui, qui va, je dirais pas fléchir, mais en fait qui va ralentir, on va le sentir également. Oui. Alors je pense qu'il faut s'y préparer, les entreprises vont devoir s'y préparer, mais en fait, il ne faut pas être alarmiste non plus, il y a des alternatives à tout ça. Donc ça, c'était pour le facteur plutôt démographique. Oui. Il y a un troisième ensemble de facteurs qu'on va regrouper sous l'acronyme de facteurs plutôt sociaux. Alors, dans les facteurs sociaux, il y a plusieurs aussi phénomènes qui peuvent être identifiés. Le premier, c'est les consommateurs qui vont rejeter la société de consommation. Okay. Eux se rendent compte, en fait, que le marketing tient des fausses promesses, en fait. Il fait consommer pour consommer et finalement, on se rend compte qu'avoir, c'est illusoire, en fait. C'est juste projeter une image. La preuve, c'est qu'on peut louer ses voitures pour montrer qu'on peut avoir une berline confortable. On a des maisons qui sont somme toute confortables, mais on n'est pas obligé de les meubler. Donc, en fait, c'est l'apparence extérieure qui va compter davantage. Donc, il y a des groupes de consommateurs qui décrochent, qui rejettent cette société, ce mode de consommation.
pour se dire, on pourrait avoir accès au bonheur sans forcément consommer. On pourrait avoir accès, par exemple, à des livres dans des bibliothèques municipales sans forcément en acheter. On peut se déplacer en faisant des gestes différents. En faisant des gestes différents, on peut répondre aux mêmes besoins. Et donc changer aussi sa mentalité pour se dire l'idéal n'est pas forcément d'acheter et de s'endetter et de ne pas utiliser, parce que là c'est aussi un autre phénomène qu'on classifie dans les facteurs sociaux, c'est le manque de temps. Oui. Si on a une semaine de vacances à la relâche, en fait, donc au mois de mars, puis qu'on a une motoneige, puis que les enfants et la femme veulent aller dans le sud, en fait, il faut faire des choix. Donc, en fait, c'est des coûts, parce que la motoneige, il faut que je la paye, il faut que j'entretienne, et puis les vacances, il faut que je les paye également. Donc, en fait, mon temps, il est occupé. Donc, en fait, il faut soit que je fasse de la motoneige, mais c'est plus un plaisir, j'allais dire, soit seul, soit en couple sur une autre motoneige derrière. Donc, il y a un coût à tout ça. Et là aussi, quand on regarde ni plus ni moins ce manque de temps, bien on se rend compte que les gens possèdent des produits qu'ils n'utilisent que des fois quasiment pas ou très peu. On estime qu'en moyenne, le Québécois moyen utilise sa voiture 26 minutes par jour. Oh. Donc en gros, il la paye pendant 23h30 par jour et il ne l'utilise pas pendant 23h34 minutes. Voilà. Alors, il y a des gens aussi que ça affecte à la fois financièrement mais aussi socialement, de se dire ça sert à rien de posséder pour ne pas utiliser, quoi. Si j'achète, il faut que le rentabiliser, il faut que ça serve tous les jours et intensément, en fait, plusieurs fois par jour éventuellement. Donc ça, c'est un phénomène social. Et puis le dernier phénomène social qui est aussi peut-être lié au marketing, c'est ce qu'on va appeler le taux de possession. C'est-à-dire quand je possède un téléviseur, puis aujourd'hui, on estime que presque 100% des ménages en Amérique du Nord possèdent au moins une télévision couleur. Après, reste à définir la taille exacte de l'écran, etc., ou le format. On a le choix. On a le choix. 80% ont une tablette à peu près, 90% ont un téléphone cellulaire. Puis bon, si je reviens à la télévision, je pense qu'il y en a à peu près 60% qui en possèdent 2, 50% qui en possèdent 3. Mais on se rend compte que certains vont trouver des bienfaits, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on peut avoir une télévision dans le salon, puis on peut en avoir dans la chambre à coucher, puis regarder les nouvelles de fin de soirée tranquillement dans son lit ou dans sa cuisine. Oui. Même si là aussi, en marketing, il y a beaucoup d'études qui montrent les méfaits. Il y a une télé dans la cuisine, en fait, on mange plus et on grossit davantage, quoi. Alors, vous voyez, c'est un des méfaits de la société de consommation indirectement, mais c'est prouvé, il y a des études aussi qui le démontrent. Donc, quand on arrive à un taux de possession, on a une télé ou deux, on a un téléphone cellulaire, on a une tablette, un ordinateur, on n'a pas besoin de plus, logiquement. Donc là aussi, c'est de se dire, le nouveau téléphone, c'est bien beau, mais l'ancien convient encore, j'ai pas besoin d'en acheter un de plus. Voilà. On fait référence à un livre qu'on connaît. Oui, puis à la limite, c'est un livre qui est intéressant, parce que même si c'est pas un auteur en marketing, c'est quand même un auteur qui touche au monde de la gestion, de la comptabilité, de la fiscalité. Oui. Et c'est des réflexions que le consommateur devrait se poser. Voilà. Okay. Que je lui incite à se poser, moi aussi, comme professeur de marketing, voilà, principalement. Mais si on veut justement moins consommer, c'est bon. Il y a les irréductibles qui, eux, ont décidé que le marketing était néfaste pour eux. Et j'embarque pas dans ce projet-là, puis je décide que je consomme presque plus, puis ainsi de suite. Et pour les autres, la déconsommation, comment s'orchestre-t-elle? Alors, on peut donner plusieurs exemples, en fait. Bon, il y a différentes études. Ici, j'invente rien, là. C'est des études, là, qui ont été faites soit au Québec, soit en France, ou dans différents pays industrialisés, qui vont montrer qu'on a des catégories, en quelque sorte, là, de formes de déconsommation. Alors, la catégorie la plus drastique, si l'on veut, c'est ne plus acheter. Oui. Mais dans ne plus acheter, il faut apporter des nuances quand même. Donc, dans ne plus acheter, il y a, par exemple, les consommateurs qui vont boycotter certains produits. Parce qu'il y a des ingrédients qu'ils vont considérer comme néfastes à leur santé, du gras trans, trop de sucre, etc. Donc en fait, il y a des catégories, puis je pense tout le monde a en tête des noms de marques et ainsi de suite. Oui, il m'en vient un peu, là. Alors, on arrête de consommer, tout simplement. On va remplacer par, on va dire, un substitut. Si on arrête de boire des boissons gazeuses, on va se contenter de l'eau. C'est peut-être pas le même plaisir, mais en fait, on sait que sur la santé, il y a quand même des impacts qui sont importants. Tout à fait.
Il y a des consommateurs qui vont boycotter les entreprises parce que leurs valeurs ne correspondent plus aux leurs. Donc du coup, elles n'achètent plus les produits de cette entreprise-là. Est-ce à dire qu'elles achètent le même produit ailleurs? Bon, ça c'est à vérifier. Mais on a ce premier phénomène. Ensuite, dans cette catégorie de ne plus acheter, il y a l'alternative, c'est-à-dire on peut trouver le produit gratuitement. Bon, je pense à l'eau. Plutôt que d'acheter une bouteille d'eau, eh bien, qui va être fraîche, qui va être disponible dans les distributeurs automatiques. On va prendre de l'eau du robinet, on va acheter une bouteille d'eau recyclable. On peut mettre le prix, elle peut être de qualité, elle peut être jolie, elle peut être solide, robuste. Et puis donc on va la remplir d'eau. L'eau ne coûte rien, il y a des distributeurs d'eau à peu près partout dans les édifices publics. Donc à partir de ce moment-là, eh bien disons, on consomme moins, on dépense moins si l'on veut. Puis à la limite, si on jette une bouteille d'eau, c'est pas tellement l'eau qui est néfaste, c'est le plastique là, qui va rester puis qui va prendre des centaines d'années avant de se dégrader. Donc ça, c'est un autre phénomène que l'on va voir. Il y a aussi le phénomène de ne plus acheter mais faire. Le matin, par exemple, plutôt que d'aller acheter mon café au service à l'auto, d'attendre longtemps, etc., tout le monde a en tête des noms de marques. Et bien disons, ces mêmes marques-là, on peut les trouver à l'épicerie puis le faire chez soi. Puis dans une tasse thermo, ben, on emporte son café. Voilà. C'est exactement le même produit qui va être, on va dire, infusé de la même façon. On peut même acheter, si on veut mettre en valeur l'entreprise en question, ben, une tasse recyclable de cette entreprise-là et donc véhiculer la marque de l'entreprise. Donc c'est des modes un petit peu alternatifs que l'on va trouver dans ce phénomène qu'on appelle ne plus acheter. Si on continue de regarder d'autres formes, en fait, il y a ce qu'on appelle des produits de substitution. Donc on achète autre chose. Par exemple, on n'achètera plus de pâte à tartiner, parce que certaines contiennent des huiles de palme, en fait. Puis quand le consommateur déconsomme, ben, en fait, c'est un consommateur qui est intelligent, un consommateur qui va chercher de l'information. Et ce consommateur sait que l'huile de palme vient principalement d'Asie du Sud-Est, qu'on va détruire des forêts primaires. Oui. À la place, on va planter du palmier à huile pour l'industrie agroalimentaire mondiale principalement. Donc ce consommateur-là peut se dire, ben moi j'arrête de consommer ce type de produit de pâte à tartiner et je vais préférer acheter une confiture ou fabriquer moi-même ma propre confiture par exemple. C'est sûr qu'on peut aussi faire sa propre pâte à tartiner avec des corps gras, des noisettes, du lait, enfin du cacao, etc. Mais en même temps, on se trouve à contrôler chacun des ingrédients qui vont entrer dans la confection de la pâte en question. Oui, et puis bon, ce qui est intéressant dans ce phénomène de déconsommation, c'est qu'on peut le faire aussi en équipe, c'est-à-dire avec des amis, avec la famille. Donc on achète en plus grosse quantité, on se répartit la facture, économie de volume. On fait une économie de volume, on travaille ensemble, on a du plaisir en fait à cuisiner ensemble, à pâtisser ensemble, puis ensuite chacun repart avec son ou ses pots, etc. Exact. Donc ça a été à la fois un moment et convivial et un moment finalement pour lequel on a fait du bien et à la planète et aux consommateurs, ni plus ni moins, quoi. Autre exemple aussi, dans cette baisse, ni plus ni moins de consommation, bon, on a toujours le récupérer recyclé, mais on le pense surtout pour l'emballage. Et là, l'exemple que je vais donner, c'est le pain. On achète une baguette, bon, ben, ce pain, des fois, qui reste, le trognon, le bout est un peu dur, il rassit, il durcit rapidement, ben, il y a des gens qui le jettent, quoi. Alors, bon, on va dire, si on le jette puis que c'est les oiseaux, c'est moindre mal peut-être, mais ce pain-là, ben, on peut soit le réduire en chapelure, acheter de la chapelure en épicerie, vous verrez que vous la payez très cher, là, le prix au kilo est relativement élevé, alors qu'on peut la faire soi-même, ou alors on peut faire soi-même ses propres croûtons. Donc là aussi, un petit emballage de croûtons, on est à quoi, 3 $ à peu près. Bon, ben là, pour 3 fois rien, vous avez vos propres croûtons maison que vous aromatisez. On revient d'une certaine façon à une consommation qui est probablement plus saine, mais un peu comme antérieurement, si je parle de nos grands-parents, c'est davantage des gens qui faisaient les choses, fabriquaient eux-mêmes les choses parce que les entreprises n'étaient pas à leur disposition non plus pour le faire. C'est un peu ça la déconsommation, c'est ce phénomène de revenir au naturel, à l'authentique, au vrai en quelque sorte. Les entreprises, bien évidemment, elles ont un objectif, c'est d'innover, de présenter régulièrement de nouveaux produits aux consommateurs. On estime à peu près que la majorité des produits qu'on consommera dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui, parce qu'il y a des nouvelles techniques, des nouveaux ingrédients qu'on va rajouter.
Puis dans certains cas, bon, c'est intéressant parce qu'une personne qui était allergique aux arachides, par exemple, jadis, elle ne pouvait pas manger de barres chocolatées parce que ça contenait ces éléments. Aujourd'hui, elle peut le faire parce qu'on a modifié, on a des usines qui sont dédiées uniquement à cette fabrication-là, donc en fait, il n'y a plus d'allergènes. Donc pour certains consommateurs, c'est un atout, mais en même temps, c'est des fois très cher pour la gâterie. Donc en fait, si on est capable de faire soi-même, on va économiser grandement, puis en même temps une fierté. Le problème, peut-être que l'on trouve aussi, c'est le manque de temps. Ça aussi, c'est un des facteurs. C'est un autre facteur, ça. Un facteur social, là, comme on le précise, comme on le présente, là, qui impacte énormément les Canadiens. On estime qu'1 sur 6, 1 sur 7 environ manque de temps. Manquer de temps. C'est peut-être dans le choix des tâches qu'on veut vraiment faire. C'est au détriment des autres. C'est ça, effectivement. Donc, la déconsommation, c'est de se dire... alors, je dis pas de vivre comme un ascète, là, comme les gens qu'on voit en Inde, là, qui sont dénués de tout, pratiquement, qui font vœu d'abstinence complète, en quelque sorte. C'est pas non plus Diogène dans son tonneau, là, qui a fait vœu de se débarrasser de tout bien matériel. Oui. Mais c'est faire des choix. L'exemple qu'on donne, notamment, il y a un rapport sur la déconsommation qui a été écrit par M. Noël, là, que les gens pourront se procurer sur Internet facilement. Il donne l'exemple d'une personne qui a un VUS et qui fait du vélo de montagne. Donc cette personne-là se départira pas de son VUS parce que pour aller dans certains sentiers, ils sont plus escarpés, donc il a besoin quand même de se déplacer et de transporter son vélo et peut-être celui des amis et peut-être d'autres amis avec lui. Donc une voiture spacieuse, confortable, robuste, c'est nécessaire. Ceci dit, le consommateur, il fera des choix au quotidien de ne pas utiliser le VUS ou de moins utiliser le VUS au quotidien parce que ça consomme énormément, ça pollue, etc. Alors peut-être qu'il ira en vélo travailler, peut-être qu'il prendra les transports en commun ou des transports alternatifs par exemple, quoi. Et il choisira de s'en servir uniquement lorsqu'il en a besoin parce que c'est un gros volume, ça permet de transporter plusieurs personnes. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien aussi le phénomène que les consommateurs et les téléspectateurs doivent comprendre. Je ne suis pas là pour leur dire vendez votre maison, vos autos, etc. Mais je dirais utilisez de façon plus parcimonieuse chacun des objets que vous avez, puis éventuellement faites des choix. De réfléchir, c'est ça. Et vendez ceux que vous n'utilisez pas. Et à la limite, peut-être louer dans certains cas, parce qu'il y a des produits que l'on peut louer plus facilement. C'est peut-être pas la peine d'avoir un chalet si on y va juste 2 semaines par année. Il vaut mieux peut-être louer, puis donc aller à différents endroits au Québec ou ailleurs, en quelque sorte. Connaître d'autres endroits aussi par la même occasion. Voilà, oui. Ah, c'est bien. Donc ça, c'est un peu ce phénomène. Puis il y a aussi dernier phénomène, en quelque sorte, ou dernière pratique, c'est tout simplement acheter moins. Ça va se matérialiser par, on va prendre des exemples de catégories de produits, acheter moins de viande. Là aussi, on sait que la viande rouge, en fait, elle n'a pas la cote. Elle n'a pas la cote parce que il en faut minimalement si l'on veut, mais on peut trouver des protéines ailleurs. Donc ça peut être dans le poisson, ça peut être dans des légumineuses, et on sait que la viande rouge, là aussi, dans certains pays, on va détruire la forêt, on va défricher pour ensuite installer des pâturages pour élever du bétail de façon intensive. Et il faut le nourrir, donc en fait c'est énormément de consommation d'eau, alors que finalement pour 1 kilo de viande rouge, eh bien disons, le coût serait moins si j'avais une alternative, d'autres protéines éventuellement, voire, bon là c'est vraiment très, très tendance, très novateur et très rare encore, manger des insectes ou de la farine d'insectes. Oui, on y arrivera sans doute, mais... C'est pas, bon là aussi je pousse pas les gens à le faire, mais c'est ce type, ni plus ni moins, de comportement, de se dire on va réduire, on va diminuer certaines quantités de produits alimentaires vers d'autres alternatives qui sont moins coûteuses d'une part, puis moins néfastes aussi sur la planète. Puis, tant qu'on est en fait dans la réduction de consommation, il faut savoir que les Canadiens gaspillent quand même énormément de nourriture. Oui. Alors, ce ne sont pas les champions du monde, heureusement. On l'est dans d'autres catégories, on l'est en hockey par exemple, et c'est bien mieux comme ça. Voilà. Mais on gaspille environ 20 kilos de plus par personne et par année que les Américains. C'est déjà beaucoup. C'est quand même beaucoup. Oui. Alors, c'est sûr, pour rassurer les gens quand même, il faut savoir que dans les études là, qui étudient le gaspillage alimentaire, puisque c'est surtout du gaspillage alimentaire que l'on parle,
on va considérer comme déchets les épluchures, par exemple, les noyaux de certains fruits. Oui. Alors, c'est sûr que sur un avocat ou sur une banane, en fait, bon, il y a peut-être le tiers, le quart déjà que vous allez jeter naturellement parce qu'on ne le consomme pas et puis on ne peut pas le réutiliser d'une autre façon, en quelque sorte. Mais souvent, il y a le fait d'avoir acheté en grande quantité et puis de croire faire des économies. Or, parfois on oublie dans le fond du frigo, parfois on ne prépare pas tout de suite, donc de la viande hachée, on pourrait la préparer en sauce à spaghetti, puis la congeler ou la mettre en conserve. Si on ne le fait pas, au bout de quelques jours, le steak n'est plus propre à la consommation, donc en fait, on va le jeter. Donc ça, c'est un phénomène de stocker énormément, des fois et d'oublier, et donc la date de péremption arrive. Et les consommateurs sont quand même assez frileux avec les dates de péremption. Hein. Dès qu'elle arrive, ils vont jeter le produit. Alors qu'on va dire un yogourt qui n'est pas ouvert va être bon en fait encore quelques jours, là jusqu'à 3 semaines, dit-on. Enfin, alors aussi, je ne pousse pas les gens à manger. On est trop rapide avec les dates de péremption. Oui, c'est drastique, effectivement, alors que dans la nuit, la marchandise ne change pas, le yogourt ne change pas dans le frigo de statut, quoi, en fait. Le goût peut être un peu différent, il va rejeter de l'eau, mais c'est principalement ça. Donc, consommer moins, ça pourrait être déjà aussi une alternative. Consommer moins, mais consommer mieux, faire de meilleurs choix, en quelque sorte, peut-être un peu comme les Japonais. C'est-à-dire aller plus souvent à l'épicerie pour des petites quantités, pour acheter des produits plus frais et pour avoir pour la journée puis le lendemain éventuellement. Mais sans forcément stocker là, pour la semaine ou les quelques semaines à venir en disant je planifie, c'est plus simple, je fais une grosse épicerie. Souvent, je vous le dis, on oublie, puis des fois on n'a même pas le goût, on n'a plus le goût, donc en fait on met de côté, puis on se dit je mangerai ça ce soir, demain, après-demain, et puis arrive un temps où finalement on doit se résoudre à le jeter. Donc en fait c'est aussi ce phénomène-là, consommer mieux, acheter moins, planifier ses achats davantage, préparer tout de suite, et donc ça permet donc en fait de déconsommer. Puisque l'économie qu'on pensait avoir en achetant en gros volume, parfois, on la perd. On perd cette économie-là. Quand je pense, plus je vous écoute et plus je me dis que, en terminant, la déconsommation, c'est vraiment de consommer intelligemment. Avant tout, consommer intelligemment. Puis oui, ce que l'on peut faire soi-même, c'est déjà beaucoup. Oui. Puis c'est vraiment intéressant comme principe. Peut-être pour terminer, c'est l'histoire d'un pêcheur que rencontrent des touristes, et les touristes lui disent « Mon Dieu, vous devriez acheter un plus gros bateau et puis un hélicoptère pour aller voir les bancs de poissons, etc. » Alors que ce pêcheur, il prend plaisir à regarder son bateau et la mer, et finalement, le but, c'est de rester simple, parce qu'autrement, il n'aura pas de temps quand même pour pouvoir voir le paysage qui s'offre devant lui au quotidien. Donc, c'est peut-être un peu ça, la déconsommation. C'est d'apprécier les choses comme elles sont vraiment. Se satisfaire de ce que l'on a, apprécier les choses que l'on possède, et puis au fond, ne pas envier le voisin et se limiter. C'est sur ces bons mots qu'on va devoir se laisser, malheureusement. Un grand merci à vous, un grand merci à vous. Ça a été vraiment instructif et intéressant. Merci beaucoup de m'avoir invité, puis bon, si ça peut permettre aux gens de réfléchir, là, je ne veux pas lancer des révolutions, mais si ça leur permet de réfléchir et de mieux consommer, en fait, d'être plus responsable et plus raisonnable, ça sera déjà un pas, ça sera mon rôle d'éducateur aussi, que j'aurais pu transmettre. Je suis persuadé que nos téléspectateurs ont bien compris. Alors, merci également à l'UQTR, Campus de Drummondville, pour son aimable collaboration. Ceci étant dit, mesdames, messieurs, merci de votre écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission sur Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.